d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et bienvenue pour ce dernier panel, panel 5. L'exercice que je vais vous demander de faire aujourd'hui, c'est de prendre un moment, d'essayer de se projeter dans l'avenir, dans le futur de la régionalisation, puis on va essayer ensemble de dégager d'une certaine manière les pistes d'action à prioriser pour les prochaines années, à la lumière un peu de tout ce qui a été dit tout à l'heure. Là. Puis je pense qu'il y a eu aussi des belles synthèses qui étaient faites par M. Côté, là, et puis aussi par, j'oublie son nom, mais notre dessinateur en chef qui est venu quand même nous faire une belle synthèse des 2 dernières journées, là, des 2 journées qu'on vient de vivre. Alors, je commencerai sans plus tarder par vous poser une question un peu générale, un peu trop générale à mon goût, mais je la pose quand même, elle est importante, quasiment philosophique. Comment vous percevez l'avenir de la régionalisation? Et puis, je vais y aller de manière très linéaire au début et après, je gérerai le chaos. Je vous demande, vous pouvez rebondir un sur l'autre, là, et puis je vais pouvoir gérer. Donc, je vais commencer juste ici, Stéphane. Donc, quelle est ta vision et quelle est ton impression sur l'avenir de la régionalisation? Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Moi, je voulais être discret, puis là, je me retrouve avec le fauteuil blanc. Bon, c'est raté. Avant de parler d'avenir, je voudrais parler du passé, parce que je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va. D'où je viens d'un petit village en France qui s'appelle, attention les oreilles, Lamotte-Warfusé. C'est en Picardie. Je suis arrivé au Québec il y a 20 ans. Je devais venir étudier pendant 1 an et finalement je suis resté au Québec. Je suis tombé en amour en fait avec le Québec et les Québécois et une Québécoise en particulier. On dit qui prend mari prend pays, mais ça va aussi dans les 2 sens. Ce que je veux vous transmettre comme ça, c'est un message surtout d'amour, parce que je pense que quand on parle des êtres humains, ça prend de l'amour. Donc moi, c'est l'amour que j'ai pour mon village d'enfance, qui était un petit village, donc de la ruralité, l'amour pour le Québec, qui quelque part m'a ouvert les bras, et c'est pour ça que je me considère comme un Québécois d'adoption. Et puis, je pense aussi quand on parle d'avenir, est-ce qu'on peut avoir confiance? Moi, j'ai confiance d'avoir fait ma place au Québec. Pourquoi? Parce que plus les années passent et moins on me dit que je suis un maudit français. Donc ça, normalement, c'est bon signe. Et puis, pour terminer un petit peu ma première prise de parole, je voulais parler d'amour, puis d'amour pour le réseau Place aux Jeunes que je représente. Alors, je salue les membres du réseau Place aux Jeunes qui sont présents aujourd'hui et qui portent en fait en eux les territoires du Québec et qui au quotidien vraiment travaillent très fort pour amener des jeunes en région. Vous savez, tous les défis de vieillissement de population, etc., qui sont au Québec. Alors, c'est ça, c'est des gens qui sont remplis eux-mêmes d'amour et qui accompagnent des humains qui changent des vies au quotidien. Donc, je salue leur travail aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, l'avenir de la régionalisation passe par l'amour du territoire, l'amour des gens qu'on rencontre. On va commencer à développer des applications de rencontres. Ça pourrait être une belle initiative stratégique. Je vais laisser la parole à M. Martin. Allez-y. Merci, Yannick. Ben, là, faut que tu parles de ma blonde aussi ou parce que en passant, je suis plus avec la Québécoise. En plus, on va les chemins de vie. On va passer alors. Merci de l'invitation. C'est sûr que régionalisation, notre travail du ministère en région, on le vit au quotidien. De faire un focus comme ça ici 2 jours, c'est particulièrement intéressant. Si on se tourne vers l'avenir, je pense qu'on vit, comment dire en français, un momentum intéressant pour la régionalisation de l'immigration. Oui, la pandémie, oui, les nouvelles réalités, le besoin d'espace, ça joue en notre faveur, si on peut dire. Par contre, il y a des défis qui viennent avec ça, mais je pense qu'avec la concertation qu'on voit, oui ici, mais qu'on voit aussi dans les différentes régions, il y a des très, très belles perspectives. Une présence du ministère, évidemment, accrue en région, mais un travail des partenaires accru aussi. Je pense que c'est ça qui va nous mener vers une régionalisation qui va être couronnée de succès. Merci beaucoup. Donc, une vision, disons, positive, mais aussi lucide et réaliste aussi. Tout à fait. Donc, on va y revenir justement sur ces défis et les pistes porteuses à prendre en considération. Monsieur le maire? Bien, merci. Bien, Jean Lamarche, moi, je suis le maire de Trois-Rivières. D'ailleurs, je vais vous dire que si, je vous remercie d'avoir dépensé votre argent chez nous au cours des derniers jours. Mais
Je vais aussi vous dire que si jamais ça vous intéresse, puisque c'est le thème, on a encore quelques maisons à vendre et beaucoup d'emplois à combler. Donc, si vous voulez rester, il n'y a pas de problème, on vous garde. En ce qui a trait à la régionalisation, puis je vais avec toute l'humilité d'un non-spécialiste, moi, je diviserais ça en deux. Oui, c'est très prospère en termes d'avenir, comme on peut le voir, mais je vois deux angles. Le premier, c'est celui du devoir, donc le devoir collectif face notamment aux réfugiés politiques, bien sûr, réfugiés humanitaires, mais il faut maintenant le voir en face, réfugiés climatiques. Donc, il va falloir justement se préparer à ça. Il y a aussi tout, puis vous l'avez bien nommé, je crois, au cours des derniers jours, tout ce qui a trait à l'enjeu d'habitation, parce que oui, on en veut des gens qui viennent s'établir chez nous, mais dès lors qu'on a une crise d'habitation, ben on a un enjeu d'offre et de demande, ce qui fait en sorte que, bien sûr, lorsqu'on a un accent puis qu'on appelle pour un logement, ça se peut qu'il soit malheureusement déjà pris. Et ça fait partie justement de nos réalités. Il y a aussi évidemment l'intégration et la francisation. Puis rapidement, si on parle d'opportunités, bien sûr la main-d'œuvre, le savoir. Ici, Trois-Rivières, 3 institutions postsecondaires. Donc, pour nous, l'immigration, notamment de la part des étudiants et des professeurs, c'est l'avenue d'une grande source de savoir chez nous. Puis aussi d'un capital humain, capital social, capital culturel et bien sûr capital économique. Wow, merci. Donc, une vision aussi positive quand même de l'immigration, mais un appel aussi à la responsabilité partagée collective, ce que je comprends aussi, oui. Notamment en lien aussi avec peut-être les multiples discriminations qui peuvent être vécues aussi par les personnes. Absolument, parce que, puis je ne vais pas prendre de temps d'antenne plus que ça, mais sinon pour vous dire qu'à première vue, on voit l'opportunité, on voit l'offre à combler, notamment avec notre 3,9% de chômage à Trois-Rivières en ce moment. Mais on a bien beau vouloir des gens, mais ça dépasse le cadre. Marilyn d'IDEA chez nous le disait tantôt. Les gens qu'on veut avoir en immigration, c'est d'abord des humains, pas juste des employés qui vont venir combler des postes. Puis ça, c'est global. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je passerai la parole puis j'ose te tutoyer, Anna-Louisa. Donc, je te passe la parole. Vu qu'on parle d'anecdotes, je me permets, moi je suis un résultat de la régionalisation parce que j'ai arrivé en 82 à Charlemagne et je suis une Mexicoise. Donc moi aussi, c'est des raisons d'amour qui m'ont fait migrer au Québec. Donc c'est les petites anecdotes. Moi, je travaille à Saint-Hyacinthe depuis 2008 et je suis très positive concernant la régionalisation parce que je crois au travail terrain qu'on fait comme colporteur. Vous ne pouvez pas avoir une idée le travail qu'on fait les organismes de régionalisation à chaque jour pour mobiliser des familles, des individus qui viennent enrichir nos milieux. Donc, je suis très contente de voir maintenant l'importance qu'on l'accorde parce que ça mérite le travail terrain d'être souligné et aussi, bien évidemment, à cause de tout l'enjeu de la main-d'œuvre, parce qu'avant, nous, on cognait aux portes des entreprises, maintenant, c'est les entreprises qui cognent à notre porte. Donc, ça, ce momentum, comme il a dit Nicolas, est très important. Mais qu'est-ce qui est très bien aussi, c'est que de plus en plus, on en parle de l'importance qu'on fait, qu'on devienne, moi, mexicoise, donc il y en a bien d'autres personnes en région qui sont devenues des exemples de succès. Et il y a aussi toutes les structures de l'État actuellement. On n'a jamais autant parlé de régionalisation et je pense que ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi du travail de régionalisation actuel et à venir, c'est que les défis sont grands parce qu'on va travailler avec des catégories qu'avant on n'avait pas on travaillait avec les économiques, avec des regroupements familiaux, avec les gens qui étaient réfugiés de l'État, mais maintenant on a autant l'immigration temporaire que permanente. Et moi, je tiens à vous dire, nous, on a été assez innovants parce qu'on a commencé à travailler déjà la régionalisation directe depuis longtemps. Claudia faisait des WhatsApp et des contacts à l'international depuis longtemps. Et c'était une manière aussi d'éviter que les gens arrivent à Montréal. Donc, ça fait longtemps qu'on le fait et je peux vous dire, ça, c'est des nouveaux défis de voir que ça commence à être reconnu, que le ministère nous appuie dans ce travail terrain qui est comme un colporteur. C'est très difficile, croyez-moi, pour une famille qu'on dit qu'on établisse, c'est combien d'efforts, combien de portes qu'on a cognées pour enfin avoir la famille qui nous choisit. Parce que c'est ça qui est important. On a dit depuis hier, on est des humains
et c'est les humains, ils ont le droit de choisir le milieu de vie qu'ils souhaitent. Et on vous cache pas, qu'est-ce qui a été le succès beaucoup à Saint-Hyacinthe de la régionalisation? C'était le fait que les gens professionnels et techniciens trouvaient un emploi à l'auteur de leurs compétences. Ils se sentaient respectés parce qu'ils venaient apporter leur savoir. Et ça, c'est très important. Donc, cette belle diversité, c'est pour ça, Jeannie, moi, je suis très optimiste parce que cette belle diversité nous amène aux régions, aux nouveaux défis, des super dialogues à établir avec nos collectivités, avec nos élus, avec notre population locale. Et nous, à Saint-Hyacinthe, dans le fond, nous, on est un ancien organisme sans but lucratif, Forum 2020, qui a été créé par les milieux, par les élus, par les milieux d'affaires, qui se sont mis ensemble pour dire, nous, on veut que l'immigration vienne vers nous. Et donc, ils ont créé cette organisation financée par la collectivité. Et par la suite, les MIFI nous a soutenus. Et les milieux d'affaires également, parce que, comme je vous dis, on a réussi à faire des alliés dans le milieu d'affaires et on a des partenaires financiers parmi les entreprises. Donc, l'effet d'être maintenant regroupés à Saint-Hyacinthe Technopole, ça nous a permis vraiment de rayonner. Je ne peux pas vous dire l'ampleur de notre travail, qu'est-ce qui devient maintenant quotidiennement. On a le secteur industriel, secteur commercial, secteur tourisme, agroalimentaire et maintenant immigration, ensemble, de manière transversale, c'est qu'être positif dans notre action. Anna-Louisa, on sent toute ta passion, hein? Toute ta détermination aussi, et toute l'énergie que tu as encore à donner après toutes ces belles années. Hein? On sent aussi, puis on entend, en tout cas du moins ce que j'entends, c'est de penser maintenant aussi l'immigration en région, plus simplement comme un fourre-tout au niveau de l'immigration, mais de penser dans sa diversité de culture, mais aussi dans sa diversité de statut, parce que les trajectoires sont assez multiples et sont singulières, et on est rendu à penser cette diversité-là au niveau de l'immigration. Merci beaucoup, Anna-Louisa. Et je pose la même question à Mme Vatslar-Roussy. Vous avez aussi une longue expérience de vie et une longue expérience aussi en lien avec la régionalisation et la recherche sur pas mal tout le territoire québécois. Donc, même si vous êtes basé plus en Estrie, j'aimerais vous entendre sur cette question sur l'avenir de la régionalisation. Je suis très curieux. Oui, bonjour et merci de l'invitation et du panel aussi. Alors, je suis votre doyenne aujourd'hui dans le panel et évidemment, ça m'amène à regarder un petit peu aussi en arrière pour me projeter ou nous projeter en avant. Alors, dans un premier temps, j'aurais pu reformuler la question en disant, y a-t-il un avenir pour la régionalisation de l'immigration? Allez-y. Si on regarde donc depuis 30 ans, hein, puisque moi je suis arrivée au Québec, voilà 30 ans, en même temps que les premières mesures de régionalisation de l'immigration sur lesquelles j'ai travaillé. Je pense qu'il y a un avenir, mais tout n'est pas gagné. Il y a peut-être un momentum, il y en a déjà eu, il y a eu des avancées, mais c'est toujours des avancées qui se font vraiment pas à pas. Non seulement au niveau des chiffres, des nombres d'immigrants qui s'installent en région, mais aussi au niveau de la façon dont les communautés s'ouvrent, deviennent inclusives, travaillent avec ces immigrants-là. Je dirais que jusqu'à maintenant, on est encore dans une perspective assez anecdotique sur l'immigration en région. C'est-à-dire que on a des projets pilotes, on a des projets qui fonctionnent bien dans une région, dans une autre, dans une communauté, dans une autre, et on les partage et c'est vraiment important de les partager. Mais on en est sans doute à un moment où il faudrait qu'on passe à quelque chose de plus structurel, avec un plan plus global en fait, ce qui ne devrait pas empêcher la flexibilité, l'adaptabilité aussi, parce qu'on sait que on peut pas avoir un modèle d'immigration en région, mais ça doit être vraiment lié à chaque collectivité, à chaque communauté locale. Donc il y a vraiment, à mon avis, le besoin de passer à cette structuration-là. Peut-être que c'est le moment. Tous les acteurs sont là, donc je pense qu'on a vraiment été les chercher de plus en plus. Mais ce travail reste à faire. J'espère qu'on le fera parce que c'est ça qui va donner un avenir à la régionalisation. Alors d'autres éléments, il a été dit l'importance de prendre en compte les personnes de tout statut qui sont déjà dans les régions aussi, et de veiller à ce que ces personnes-là accèdent à la résidence permanente le plus rapidement possible, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir une stabilité, une sécurité qui leur permettra de choisir la région et pas d'être confinés à un endroit ou à un autre.
Et puis, évidemment, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias et durant la campagne électorale, c'est vraiment important de faire cesser de faire peser sur les migrants le poids de tous les problèmes du Québec. Hein. Ça fait longtemps que je le répète, je pense depuis les années 2000, je dis la même chose. Et qu'on parle de la fracture entre Montréal et les régions, entre les anglos et les franco, les problèmes de langue, les problèmes économiques, les ressources humaines, etc. Les immigrants ne sont pas porteurs de tous ces problèmes-là. C'est pas eux, en tout cas, qui les causent. Et souvent, on leur fait porter ce fardeau-là, ce qui va pas aider, bien sûr, à leur intégration et ce qui va pas aider à développer des communautés ou des collectivités réellement inclusives. L'autre élément vraiment important, me semble-t-il aussi, c'est de profiter des réseaux d'immigrants qui sont déjà arrivés. Il y a des réseaux dans toutes nos collectivités locales. Il faut en profiter, il faut les mettre de l'avant. Il faut que ce soit ces personnes-là aussi qui, avec l'ensemble des acteurs locaux, portent en fait non seulement le marketing de la région, j'ai entendu ça ce matin, non seulement du marketing, mais aussi portent la volonté réelle de la région ou de la localité d'accueillir des personnes et de les intégrer. Puis je terminerai sur un mot, après ça on aura l'occasion de continuer, mais j'entends souvent parler que dans les régions ou dans les localités en dehors de Montréal, on est tissé serré au Québec. Je dirais, il faut pas être tissé trop serré si on veut accueillir du monde, hein, parce que ça laisse pas beaucoup de place. Alors, faut avoir un tricot à mailles lâche. Donc, petite recommandation. C'est bien dit, c'est bien dit. Je résumerai pas ce que vous venez de dire, mais je retiens entre autres on serait mûr d'une certaine manière à passer à une prochaine étape. Là, on est dans le 2e forum, on a rassemblé différents acteurs comme on n'a jamais vu autour de la régionalisation. Maintenant, c'est d'y aller vraiment vers un objectif commun, main dans la main, mettre la main à la pâte pour avancer. Donc, on verra pour le 3e forum, prochain thème. Je passerai à la 2e question que je veux vous soumettre, en fait, parce qu'on a parlé quand même de beaucoup de défis depuis hier, autant au niveau là, de l'attraction, de l'intégration, de la rétention, entre autres le logement, évidemment, là, ça revient toujours. D'après vous, et là, je lance la question à tous, et puis la personne qui voudra bien briser la glace le fera, existe-t-il des angles morts actuels concernant le déploiement de la régionalisation qu'on n'aurait peut-être pas discuté depuis hier? Alors, qui ose briser la glace? Oui, M. Martin. Bien, j'oserais dire des angles morts qu'on a vus récemment, sur lesquels on travaille déjà depuis quelque temps. Je pense à 2 éléments. Un, en ce qui concerne la régionalisation qu'on peut appeler primaire. L'ensemble des partenaires ici, le pattern qui est établi, le modèle de fonctionnement, c'est d'intéresser des gens qui sont de la région montréalaise, puis leur faire découvrir le Québec, les régions du Québec, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est quand même un 2e déménagement, une 2e réinstallation pour ces gens-là. Donc, de pouvoir sélectionner des gens dont la destination initiale sera une des régions du Québec. Ça, c'est une des nouveautés sur lesquelles on travaille au ministère. Donc, ça, on pense que ça va amener ça va venir couvrir un angle mort qu'on avait auparavant par rapport à la région. Un autre élément aussi qu'on note, c'est qu'on travaille fort aussi pour faire, encore une fois, valoir nos régions, donc la Gaspésie, l'Estrie, etc. Ce qu'on constate quand on est dans ces régions-là, c'est qu'une fois qu'on a atterri dans une région X, ben, il y a d'autres sous-régions, puis les efforts ont beaucoup été faits vers ce qu'on pourrait appeler la ville-centre dans les dernières années. Et puis là, on voit qu'il y a autant le besoin que le désir s'étend aussi à l'extérieur de ces villes-centres-là. Donc, développer dans nos actions le réflexe d'aller voir aussi vers les plus petites localités qui, eux aussi, sont à la recherche de travailleurs, de personnes immigrantes pour la collectivité et faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition territoriale des gens qu'on va réussir à régionaliser. Là, ouais. Donc, développer les petits milieux quand même, au-delà des métropoles régionales ou des villes-centres, très intéressant. Puis tu parles aussi de migration primaire, on en a beaucoup parlé. On a déjà vécu d'expériences, peut-être, j'aimerais entendre Mme Vatlaroussi là-dessus. Migration primaire, les réfugiés parrainés par l'État, c'est un peu ça, non? Ils sont directement dirigés vers nos régions. Est-ce que c'est une comparaison qui est boiteuse ou on peut aussi tirer des leçons de cette migration primaire des réfugiés parrainés par l'État? En fait, mon premier sentiment, et bon, les analyses le démontrent aussi, c'est que ça fonctionne pas quand c'est dirigé d'en haut, c'est assez clair, là. Donc, il y a vraiment un travail à faire
manière de décentralisation, bien sûr, mais en prenant en compte aussi les projets des immigrants. On l'a dit ce matin, je pense que c'est le conférencier de ce matin qui le disait, parce que on peut pas juste dire notre ville a besoin de travailleurs, notre ville a besoin d'enfants pour les écoles. Ça fait 20 ans que dans certaines collectivités on dit ça, là. Donc il faut vraiment qu'il y ait une rencontre entre des projets. Des projets de personnes ou de groupes immigrants et des projets de collectivités locales dans le cadre de son développement, dans le cadre de sa volonté de s'enrichir, de se diversifier, etc. Donc ça, je pense que cette rencontre-là, elle est toujours à créer et recréer. En 2008, il y avait déjà de la régionalisation de l'immigration. À Sherbrooke, il y a des groupes de Brésiliens qui sont arrivés. Et ça a bien fonctionné. C'était des gens, ils parlaient pas français à leur arrivée, ils ont appris le français. C'était des personnes qualifiées qui ont parfois un peu traîné à trouver du travail, mais qui ont réussi à en trouver. Ils ont fait venir d'autres amis. Donc c'est vraiment les réseaux qui ont fait venir d'autres personnes. Après, plusieurs sont partis sur Québec. Et c'est là que je trouve important aussi que quand on parle de régionalisation, faut pas assigner les personnes à un endroit en se disant, elles vont y rester. Non. La vie, notre vie à tous et toutes, c'est une certaine mobilité qui est sociale, professionnelle, économique, donc géographique aussi. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que plus on va favoriser une connaissance de différentes localités, plus on va être favorable à la mobilité, plus finalement les gens vont aller et revenir. Par exemple, de ces Brésiliens qui étaient partis à Québec à un moment donné, plusieurs continuent à dire dès qu'on va pouvoir, on va revenir sur Sherbrooke parce que c'est là où on a eu notre premier ancrage, puis on continue à avoir un réseau qui est là. Donc l'importance des réseaux qui sont des réseaux ethniques au départ, mais qui se diversifient aussi au fur et à mesure. Donc ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose d'important. Puis je voulais rajouter sur les angles morts, puisqu'on est là-dessus, l'importance aussi de tenir compte d'autres minorités qui sont dans les régions. Alors que soit les communautés autochtones dans certaines régions, que soit les communautés anglophones aussi, qui sont des minorités et qui peuvent participer de manière, moi je l'ai vu dans différentes recherches que j'ai menées où justement on regardait la place des communautés anglophones dans l'intégration des immigrantes et immigrants. Toutes ces communautés minoritaires-là doivent être partie prenante, doivent être actrices dans la localité et on ne doit pas faire de fracture à ce niveau-là. Au contraire, ça va être aidant pour tout le monde et donc on va être capable de travailler ensemble. Donc pas oublier les minorités existantes déjà. Merci beaucoup. Puis je passerai la parole à M. le maire qui est déjà prêt à intervenir et à réagir. Je trépignais sur mon bout de... En fait, je suis tellement d'accord avec vous sur plusieurs aspects que vous avez dit. Il y en a un parmi ceux-là, c'est pour réduire les angles morts, je pense qu'il faut, dans un premier temps, déjà bien connaître et respecter les organisations qui sont déjà en place. Les tables en immigration, par exemple, qu'on a chez nous, le service d'aide aux nouveaux arrivants, le SANA, qui fait déjà un travail remarquable, en tout cas notamment à Trois-Rivières. Puis ensuite, il faut, pour réduire les perspectives ou les possibilités d'angle mort, il faut se donner des moyens concrets. À Trois-Rivières, en 2014, oui, on a fait une politique sur l'immigration, mais une politique, ça c'est bien personnel, ça fly, ça vole haut, tandis que maintenant, il faut la transposer. En mai dernier, on a fait un plan d'action en immigration. Et là lorsqu'on travaille avec un plan d'action, on a des objectifs, on a des actions concrètes. Et là, à mon avis, on vient diminuer, on vient d'augmenter notre vision périphérique, donc de diminuer les angles morts. Puis, d'autant plus, puis là, je suis en train de parler pour ma ville, évidemment, je suis là pour ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à Trois-Rivières, même si ce n'est pas du palier municipal, l'immigration, on s'est doté d'une ressource qui est dédiée à l'immigration. Anthony Grenier, qui est juste ici, pour pas... Lève-toi donc debout, voir, juste pour que les autres soient jaloux. Bon. Mais lorsqu'on travaille comme ça, premièrement, on vient rassembler toutes les possibilités d'action qui se font probablement déjà chez nous. Puis on vient de trouver aussi les vides à combler, les petites craques qu'il faut faire. Puis surtout, à mon avis, on envoie un message clair. C'est-à-dire que chez nous, on y croit à l'immigration, puis on y croit pour les individus et non pour les postes à combler. Excellent. Merci beaucoup, M. le maire. Je vais passer la parole à Anna-Louisa, puis ensuite à M. Lesault.
En fait, quand on parle de régionalisation, tout n'est pas parfait. Et le travail encore reste à travailler ensemble. Et justement, la problématique souvent dans le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'actions, mais elles ne sont pas toujours concertées, sont pas toujours, c'est en silo. On ne se parle pas, on ne communique pas. Et donc, qui deviennent les perdants? Ben, d'un, c'est notre personne qu'on amène, qui reste déboussolée, qui ne peut pas avoir son guichet unique de service, que c'est pas vraiment step by step, il ne peut pas s'accomplir dans le désir de venir. Et c'est sûr que là, nous, on paye très, très cher la facture parce qu'il nous a cru. Il nous a cru qu'il y avait la belle structure, qu'il y avait tous les services. Parce qu'il faut quand même dire que parfois, nos organisations, et quand je parle des organisations, je parle des réseaux d'éducation, de santé, des loisirs, au niveau de la cour municipale, au niveau, c'est partout qu'on doit voir que les ajustements des services est vraiment fait de manière équitable, elle est ajustable parce que on ne voit pas tous de la même manière la cour municipale. On ne voit pas tous de la même manière l'éducation. Et juste pour vous dire une anecdote, mes premiers temps, quand j'étais arrivée à Saint-Hyacinthe, j'avais un rendez-vous avec le directeur de la commission scolaire dans le temps, commission scolaire. Donc j'arrive et je dis à la secrétaire, bonjour, je viens rencontrer le directeur. Là, il me dit, non madame, le bureau de ressources humaines est de l'autre côté. Pourquoi il a réagi comme ça? Parce que j'avais un gros accent, assez sûr. Donc accent, ça veut dire tu comprends rien, tu cherches un job. Peut-être je voulais faire le nettoyage dans les toilettes, je sais pas. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vraiment qu'on soit capable de mobiliser notre milieu. Il faut qu'on soit capable, et je vous dis parce que c'est au niveau commercial, par exemple, quelqu'un me disait, on veut aussi, nous, les petits commerçants, avoir l'enrichissement dans nos commerces. Mais est-ce qu'on est prêt? Et c'est ça. Souvent, on pense pas qu'il faut préparer, mobiliser tout le monde. Et ça veut pas dire d'être des experts. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit Michel? C'est très important de se préparer comme milieu et d'être conscient que il s'agit pas juste de faire des échanges culinaires ou des danses folkloriques. Il s'agit justement que les Brésiliens qui arrivent, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Camerounais, ils puissent trouver, qui arrêtent d'être Camerounais, qui arrêtent d'être Algériens, qui deviennent citoyens à pleine capacité. Et quand je vous peut-être un parle dernier de ça, point, Anna-Louisa. Quand je vous parle de ça, c'est que justement, je crois beaucoup à la régionalisation et je pense que c'est notre premier défi actuellement, lutter contre la désinformation. Informer, contager notre désir de voir le Québec s'enrichir. Déjà à Saint-Hyacinthe, et je sais qu'il y a des régions qui c'est mieux que nous, on a 92 ethnies quand même. Si, il faut le dire fièrement. C'est pas juste Montréal qui a la diversité culturelle. Les régions, on en a réussi à mobiliser. Moi, quand j'écoutais hier que c'était un flop, la régionalisation, ça m'a fait tellement mal à mon cœur et à mon estomac. Parce qu'on travaille si fort. On est vraiment des ouvriers de jour à jour, qu'on est fort en train de faire la sensibilisation et la mobilisation. Donc, moi, je pense que l'avenir de la régionalisation pour lutter contre les angles morts, c'est promouvoir nos régionalisations réussies. On en a plein de bons exemples, et on en parlait avec l'exercice tantôt. Quand tous on est engagés, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir lutter contre la désinformation et surtout quand on va arrêter de toujours dire nous, eux. Parce que les services, ils vont être... Les gens, quand ils arrivent, ils sont tellement perdus. Parce que j'ai déjà arrivé en région et je peux vous dire, j'ai été la petite Mexicaine mariée au bon enfant de la rue Saint-Jacques. Tout le monde connaissait mon histoire sans que moi je connaisse personne. Vraiment pouvoir d'en parler positivement, hein, c'est ça. Hein? C'est encore, puis continuons comme ça. Monsieur Lesourd, est-ce que vous voulez réagir à cette question avant de passer à la prochaine? Peut-être quand on parle des migrations primaires puis secondaires, je voudrais pas qu'on oublie que les gens sont de plus en plus mobiles. Alors, oui, ça serait idéal que finalement les immigrants arrivent directement en région, puis c'est ce que je souhaite. Et d'ailleurs, c'est une recommandation de l'Institut du Québec. Il y a un rapport qui a été publié en juin dernier. Et il suggérait d'envoyer directement 10 000 immigrants en région et ça pourrait être plus rapide pour eux pour la résidence permanente, etc. Donc c'est des bonnes idées. Mais en attendant que ça se concrétise ou quand on parlait que les avions d'Air Canada arrivent directement en région, en attendant, il faut quand même penser aux migrations secondaires et tertiaires.
Moi, je suis arrivé à Montréal, j'ai ensuite vécu à Saint-Hyacinthe, j'habite maintenant à Québec. Et le réseau Place aux Jeunes qui est présent dans 85 MRC au Québec, c'est à peu près entre 1500 puis 2000 personnes qui déménagent en région en passant par nos services. Et quand, par exemple, ils partent de Montréal, ils vont s'établir à Rimouski, ils vont pas forcément rester à Rimouski. Ils vont peut-être y rester une année ou deux, et ensuite ils vont aller dans la MRC voisine qui peut être la Métis. Donc cet aspect-là, il faut y penser aussi, c'est ça, de la mobilité, de pas essayer de freiner ça, en fait, c'est d'encourager. Et puis une dernière chose, il y a Lénine qui parlait tantôt du mot rétention, que peut-être qu'il y avait un malaise par rapport à ça, on ne veut pas retenir les gens. Alors je ne sais pas c'est quoi le bon mot à utiliser, mais on a sorti une étude, c'était en 2018-2019, et il y a 93% des jeunes qui sont passés par nos services qui sont restés en région. Et je pense que le secret, c'est dans l'accompagnement. Je l'ai dit tantôt, les agents Place aux Jeunes font un job extraordinaire. C'est beaucoup donc dans l'attraction, dans l'accompagnement, dans l'accueil, mais c'est beaucoup dans la rétention. Puis la rétention, c'est quoi? C'est que chacun y trouve sa place, c'est de créer des liens, etc. Alors, c'est ça. J'aimerais qu'on garde en tête le mot mobilité aussi. Si tu me permets, Yannick, oui, vas-y, rapidement, les mots, je suis d'accord avec toi. Mon amie Brigitte Lavallée, qui est dans la salle, il nous disait, elle a travaillé avec nous pour les plans d'action, il disait, on ne retient pas, on enracine dans une région et on fidélise dans une entreprise. J'ai beaucoup aimé ces mots-là parce que c'est vrai, quand on reprend des racines dans ce milieu social, ça veut dire qu'on a adopté dans notre cœur et dans notre vie la région. Ouais. S'enraciner, c'est une image qui est forte aussi. Beaucoup plus positif que retenir. Hein. Hier, il y avait M. Polaise de l'INRS qui parlait un peu d'indicateurs qualitatifs quantitatifs pour mesurer en fait la régionalisation. Je vous pose la question un peu différemment. Quels sont selon vous les indicateurs qui nous permettent en fait d'évaluer le succès de la régionalisation? Est-ce qu'il y a des indicateurs, que ce soit quantitatifs ou qualitatifs, qui nous permettent de mesurer le succès de la régionalisation? Et là, la parole est à celui qui prendra le micro en premier. Je vois M. Léard qui réagit vite. Je vois. Mais à mon avis, puis je jouerai pas spécialiste, là, vous le faites très bien vous-même. Pour moi, les indicateurs, j'en ai quelques-uns, j'en ai des plus symboliques, d'autres des plus réalistes. Je vous dirais que la présence rapide au sein du conseil d'administration. Pour moi, déjà, quand on voit des gens issus de l'immigration récemment arrivés ou peu, qui viennent travailler sur la gouvernance de nos organisations en place, ça, pour moi, c'est un bon exemple. Évidemment aussi... merci. Il y a aussi toute la place, parce qu'on parle beaucoup de participation citoyenne, on crée des comités citoyens. Il faut qu'il y ait une place prépondérante plutôt pour des gens qui vont venir nous parler de leur réalité, parce que moi aussi, moi je l'aime le mot rétention, mais c'est une question de goût. Mais je trouve qu'on ne demande pas assez souvent, comme à Trois-Rivières, on a des gens, des diplômés qui sortent d'ici, puis jamais on a la chance de leur dire qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour que tu restes. Fait que ça, je pense qu'on avait plus de place pour ça. D'ailleurs, les indicateurs en seraient que grossis, au moins de façon positive. Je veux revenir, par exemple, comité citoyen, bien sûr, aussi la présence sur notre conseil municipal. Nous, il n'y a personne qui est issu d'immigration. Ce serait intéressant de voir, en politique, on parle d'avoir des faces sur des poteaux. On aimerait ça avoir plus de faces sur des poteaux issus de l'immigration. Puis finalement, puis ça, c'est le plus peut-être symbolique ou le plus longue portée. Ici, on a une rue qui s'appelle la rue Ézéchiel Hart, qui est peut-être un des premiers élus non chrétiens, non catholiques au Canada, qui était issu de l'immigration. C'est un beau symbole, mais honnêtement, d'un point de vue toponymique, il n'y a pas grand-chose qui reflète l'immigration, ni à Trois-Rivières, ni d'après moi dans le reste du Québec, et ça, il y a une belle place à prendre là-dessus. Merci beaucoup, M. le maire. Puis je me promenais tout à l'heure, hein, je voyais le Festival international de la poésie, puis les plaques qui sont rivées là, sur les murets, sur le bord du fleuve, avec toutes sortes de poètes ici du monde entier. C'en est un des signes visibles. Et le Festival de poésie, d'ailleurs, commence ce soir. Donc, si vous voulez rester pour la fin de semaine, il n'y a pas de problème. On peut voir. Et en même temps, magasiner les maisons. Madame Vasselaroussi, ensuite passera la parole à Anna-Louisa. On va essayer d'être bref et concis aussi, parce qu'il y a encore quelques questions, et puis le temps avance vite, malheureusement. Ça joue contre nous. Allez-y.
Mais la question des indicateurs quand on parle de régionalisation d'immigration, elle s'est toujours posée parce qu'il n'y a jamais de masse critique. Et puis, compter les immigrants qui arrivent un par un à Thetford Mines ou bien, ça mène pas à grand chose. Ça permet pas, en tout cas, de faire valoir la qualité finalement de leur participation, de leur contribution à la région, ni le développement qu'eux-mêmes peuvent vivre dans cette région-là. Donc le décompte ne suffit pas. On peut en faire là, mais ça ne suffit pas. Donc moi j'ai toujours proposé une approche plutôt qualitative avec de la modélisation. On peut modéliser, comme je le disais tout à l'heure, les façons dont effectivement on intègre des conseils d'administration, on intègre des différents milieux d'emploi, on intègre des écoles, des conseils d'école, etc. Ça, c'est une façon de modéliser un peu la réussite. Je dirais pas uniquement de l'intégration, mais surtout la réussite de l'inclusion. Et c'est peut-être ça qu'il faut penser. Là, c'est des critères qui permettent de modéliser la réussite ou le succès de l'inclusion dans une collectivité. Et j'avais fait, mais voilà, vraiment longtemps, mais je trouve que c'est toujours pertinent, un petit travail à partir de monographies sur différentes régions. Et j'avais noté les degrés d'interculturalité. Alors, je voulais juste vous les donner parce que ça donne une petite idée. Alors, le degré 0, c'est l'invisibilité, l'indifférence. C'est-à-dire que la diversité, les immigrants sont invisibles, on est indifférent envers eux. Et évidemment, là, on cherche pas finalement à développer une diversité dans notre localité. Le degré 1, c'est la curiosité. Donc là, on est un peu curieux quand même de ces gens qui nous ressemblent pas ou dont on pense qu'ils nous ressemblent pas et qui pourraient arriver. Peut-être ils sont même pas là, mais ils pourraient arriver dans notre région. Et là, bien sûr, les questions qui vont se poser, c'est quelles relations sociales on peut mettre en place, et puis des problèmes de rétention, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il y a juste de la curiosité et qu'on ne dépasse pas finalement ce degré-là, les gens vont peut-être venir se sentir, on va les questionner un moment, puis après ça, peut-être ils vont repartir parce qu'ils trouveront pas leur place réelle. Le degré 2, c'est l'accueil de l'altérité, c'est-à-dire l'accueil de l'autre qui est différent. On le considère encore comme bien différent, mais on l'accueille. Donc on a fait un pas là dans notre collectivité. Il y a moi, nous, les autres, mais on est capable quand même de se reconnaître et de vivre ensemble. On entend une certaine participation de ces autres-là, qu'on n'est pas toujours à même de définir clairement, puis on n'a pas toujours les mesures non plus pour cette participation-là, mais on avance. Le degré 3, c'est quand on donne de la place à l'altérité, c'est-à-dire non seulement on l'accueille, mais on lui donne de la place, donc on donne de la place à l'autre qui est différent. Ce qui est très important là, c'est qu'on ne veut pas faire uniquement du même. On ne veut pas faire plus de même, mais on veut faire du différent avec cet autre-là. On accepte qu'il va nous apporter quelque chose de nouveau, que ce soit dans notre entreprise, dans notre ville, dans notre conseil municipal. On accepte que sa vision, c'est quelque chose de nouveau, c'est différent, mais ça va s'intégrer à notre vision des choses, on va avancer avec ça. Donc on ne veut pas juste faire la même chose toujours, on veut sortir de nos sentiers battus. Et puis le degré 4, c'est ce que j'appellerais le projet local interculturel. Et là, finalement, on a monté un petit peu tous ces niveaux-là. On se met en projet ensemble, mais c'est un processus long terme. Et là, la durée est vraiment importante. Il y a besoin de fonds récurrents pour mener ces projets-là. Et là, on est vraiment dans le développement social, la participation citoyenne. Donc, ça, c'est simple, ce que je vous dis là, mais c'est une façon aussi, me semble-t-il, de regarder comment nos collectivités, nos municipalités, nos régions se situent un peu sur une échelle par rapport à l'interculturalité, en se disant, plus on monte des degrés, plus on va devenir une collectivité interculturelle. Et puis, à côté de ça, et j'ajouterais, ça c'est vraiment important, c'est d'avoir aussi des politiques et des plans d'action contre le racisme et les discriminations. D'avoir les deux en même temps. Et là, on cumule les indicateurs de l'un et de l'autre, et c'est ça là qui va vraiment nous donner, me semble-t-il,
une bonne indication, pas des indicateurs, mais une bonne indication sur comment nos collectivités deviennent inclusives. Merci, j'adore la nuance, c'est des bonnes indications. Puis merci pour les éclaircissements, pour aussi ce cours 101 rapide d'interculturalité. C'est très, très, très bénéfique. Anna-Louisa, rapidement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est certes, mais il reste quand même beaucoup de travail. La mobilisation au niveau professionnel ne se fait pas toujours. L'équité et je dirais la représentativité. On parle des organisations encore qui ne sont pas du tout représentatives du Québec actuel. Et je pense que quand on va voir vraiment les gens à leur juste valeur, mais moi je suis très positive, comme je dis au départ, parce que les femmes, ils ont lutte de longue date, ils n'ont pas encore fini. Donc, on s'inspire beaucoup de ce travail social qui a été fait pour les femmes, pour justement se trouver dans des lieux décisionnels, dans les lieux d'affaires, dans les entreprises. Quand on va voir des VP, des ressources humaines, des marketing, qui sont de toute origine et qui contribuent avec leurs idées innovatrices. Mais moi, je vais être très contente parce que ça veut dire qu'on a réussi notre régionalisation. Et également, je pense, au niveau politique, nos élus aussi, on les voit de plus en plus. Je regarde, je suis la campagne et je regarde que de plus en plus, par travers le Québec, on voit la diversité qui s'implique. Donc, c'est ça. Quand on est impliqué et quand on se sent enraciné, et quand on se sent qu'on est tous des citoyens à part entière. Excellent, merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Martin ou M. Lesourd, vous vouliez réagir sur les indicateurs? Ben, je ne sais pas s'il y en a qui veulent entendre parler des indicateurs de nos programmes, mais je pense que vous êtes au courant. Là. Donc, Excellent. Je penserai à ce moment-là, étant donné qu'on est quand même plusieurs, un peu plus que les autres panels, et puis il faut diviser le temps, là, puis il faut faire avec, malheureusement, puis je suis désolé de vous, comme ça, contraindre. Une question importante sur le rôle de la société d'accueil, en fait, on en a beaucoup parlé depuis hier. Quel est pour vous le rôle de la société d'accueil concernant l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes? Allez-y. Oui. Ben, en fait, c'est une partie déterminante du succès de la régionalisation parce que le MIFI, les partenaires, quand on fait des activités, quand on met des choses en branle, ça fonctionne avec notre clientèle cible, donc les personnes immigrantes, mais il n'y a rien de plus plate, entre guillemets, qu'une activité qui est organisée, mais à laquelle il y a seulement des personnes cibles qui sont présentes. Ça prend vraiment un mélange de la communauté d'accueil et des nouveaux arrivants pour que l'activité atteigne son objectif. Donc ça, c'est très concret par rapport aux activités, mais dans la collectivité en général, le fait de voir cette diversité-là, de voir cette ouverture à l'autre-là, quand ça vient de la communauté d'accueil, je pense que c'est un des éléments importants qui fait que les nouveaux arrivants se sentent à l'aise dans le nouveau milieu. Donc, oui, les campagnes de promotion, oui, les activités, mais ce qui est important, c'est d'arriver à l'effet global, si je peux dire, sur une communauté, du fait que quand c'est rendu comme on pourrait dire, normal, qu'il y ait des personnes immigrantes, qu'il y ait des nouveaux arrivants dans toutes les sphères de la société, c'est là qu'on atteint l'objectif. Merci beaucoup, M. Martin. M. Lesourd, avec Place aux jeunes en région, avec toute l'expérience que vous avez, comment s'inclut la société d'accueil dans ce que vous faites? Je ne sais pas si je vais répondre exactement à ta question. Je m'en allais plus vers un autre chemin. Allez vers où vous voulez aller. Je vais suivre mon chemin. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on reste vigilant. Je suis très positif de nature, très enthousiaste. Il y a plein d'histoires de succès. Je pense au prix Chérubin, Ulrich Chérubin, qui a été remis par la FQM à la MRC de Mekinac, qui s'est doté d'une ressource qui était spécialisée pour accompagner la clientèle immigrante. C'est dans la MRC Mekinac. Et Mekinac, c'est la municipalité d'Hérouville aussi. Alors, c'est juste pour dire que ça évolue aussi. Il y a des très belles choses qui se passent. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On a vu dernièrement dans les discours politiques comment ça pouvait être un terrain glissant. Alors, je pense que comme individu, il y a une responsabilité, premièrement, quand on a une tribune, de faire attention aux mots qu'on utilise. Moi, dans les dernières semaines, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu un peu, je pense que vous connaissez le serpent et les échelles, là. Donc, on monte les échelles, on fait beaucoup d'efforts de sensibilisation, d'éducation, et puis ça prend rien et on prend le serpent et redescend de quelques cases. Alors, j'espère qu'on n'est pas trop descendu au niveau du nombre de cases, puis j'espère que vous allez rester motivés, mais surtout, c'est ça de rester vigilant. C'est ça que j'ai envie de dire par rapport à la société d'accueil, d'être ouvert, oui,
Puis je pense que c'est bon signe que plusieurs d'entre nous ont été un peu touchés par les discours qu'on a entendus un peu ici et là. Et finalement, peut-être à quelque part, c'est bien que ça soit sorti comme ça, parce que ça nous provoque quelque chose en dedans de nous qui fait qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Merci beaucoup. Merci. Société d'accueil, Monsieur le maire. Ben oui, je me sentais un peu concerné, mais c'est tellement moins beau ce que je veux dire. C'est que nous, c'est sûr qu'on doit être des facilitateurs. On doit aussi provoquer des mises en réseau. Lorsqu'on parle justement d'une ressource à la ville, c'est un peu ça notre rôle, c'est de s'arranger pour rapetisser les distances. Puis aussi, j'ai envie quand même de sortir de ce rôle-là puis de dire que on a aussi la responsabilité de refuser les chemins trop courts, les raccourcis, les chemins faciles. On vit pas la réalité de Montréal ici à Trois-Rivières, mais j'ai de la misère à donner une couleur de peau au coup de feu qu'on entend la nuit, tu sais. Comprenez-vous, il faut arrêter de faire ces chemins faciles-là. Il faut arrêter. Puis il va falloir aussi de plus en plus intégrer les gens dans un souci inclusif. Intégrer n'est même pas le bon mot, là, mais de savoir que chacun a une place à prendre dans notre société. Puis il faut s'arranger pour que celle-là soit disponible le moment venu. C'est juste ça. Je pense que c'est ça le rôle qu'on a joué. Quand vous parlez de raccourcis, là, vous parlez d'amalgame, en fait. D'amalgame. On a l'amalgame facile. D'amalgame, oui, c'est ça. Puis souvent, dans un souci de vouloir clipper, puis là, j'ai tendance à pointer les médias, ben, on va y aller vers un chemin trop rapide qui explique pas qui décrit mal la situation. Puis ça, ben, c'est toujours... ça nous amène un peu vers où on est aujourd'hui, que tout le monde dit « Ah, je le savais ». C'est pas ça du tout. Ouais, l'importance de contextualiser toujours, là, effectivement. Est-ce qu'Anna-Louisa, oui, tu aurais aimé réagir sur cette question? Mais dans le fond, je pense que c'est très important qu'on construise ensemble, qu'on bâtisse ensemble, qu'on se sente qu'on est tous engagés et qu'on laisse tomber nos respectives réticences et peurs et préjugés. Parce que malheureusement, quand on ne communique pas, quand on a peur de se parler, de se connaître, mais c'est ça, on va rester toujours cantonnés chacun de notre côté. Mais il y a beaucoup de choses, des initiatives qui se font qu'à travers le Québec, les organismes de régionalisation travaillent pour faire en sorte pour établir des dialogues, des espaces de rencontres. Malheureusement, on n'a pas de foule, c'est ce qu'on souhaiterait, être beaucoup plus alliés avec nos élus, avec nos organisations, et faire en sorte que ça circule, pas juste de manière transversale, mais de manière également de haut en bas et d'en bas en haut, et que vraiment il y a une dynamique d'engagement de tous pour construire une collectivité inclusive, mais aussi faire en sorte que la régionalisation, ça devient qui brille et que le monde croit que ça donne des résultats. Merci beaucoup. Michel, tout à l'heure, tu as parlé de réseau mixte. Je ne sais pas si là, je te lance sur une autre piste, là, mais tu as parlé de réseau mixte pour la société d'accueil. Juste un mot là-dessus. Oui, vas-y. Allez-y. Peut-être juste un mot sur l'inclusion, parce que c'est quand même un mot nouveau qu'on utilise pour parler de nos villes et de nos régions. C'est pas pour rien, je pense qu'on utilise ce mot-là, il a du sens. Et je voulais juste pour donner la définition, une définition, l'inclusion, c'est la reconnaissance et la valorisation des différences entre les individus en vue d'enrichir la qualité de vie de tous et de toutes. Et dans une ville inclusive, chaque personne éprouve un sentiment d'appartenance, d'acceptation et de reconnaissance en tant que membre utile et apprécié de la société. Alors, à mon avis, c'est vraiment vers ça qu'on doit tendre quand on parle d'immigration en région, dans nos villes, dans nos collectivités. Et tendre vers ça, ça n'est pas quelque chose de simple. Ça demande du travail, ça demande de la formation, ça demande de la sensibilisation, non seulement à tous les acteurs, et je pense que là, tous les acteurs ici sont déjà pas mal sensibilisés, mais il y a encore du travail à faire. Mais quand on sort de la salle, là, c'est toute la population avec lesquelles il y a du travail à faire, parce qu'une ville inclusive, ça repose sur tout un chacun, sur toutes les citoyennes et tous les citoyens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je trouve important d'avoir en tête. Et puis on rajoute à ça évidemment toutes les conditions qui font que des immigrantes et des immigrants vont trouver leur place justement dans notre localité. Alors il y a des conditions matérielles, physiques, psychologiques, sociales, économiques, etc.
Excellent, merci beaucoup. Bien, justement, vous abordez la question de l'engagement, c'est ça. Puis, bon, le temps file. Il nous reste quand même une question. Puis ça tombe bien parce que c'est une question sur l'engagement. Donc, je sais qu'il y a encore toujours plus à dire sur tout, mais je vous orienterai un peu plus sur cette question-là. Comment qu'on peut assurer un meilleur engagement des différents acteurs, en fait, de la société locale pour l'avenir de la régionalisation? On est ici aujourd'hui, deuxième forum. Vous êtes tous issus de secteurs d'activité différents dans la salle aussi. Donc, comment qu'on peut assurer cet engagement-là, meilleur engagement, pour être capable de pouvoir avancer ensemble vers le but commun que vous disiez tout à l'heure, Mme Laroussy? Alors, je continue. Ben, vous pouvez continuer, puis après ça, on revient la vague par ici, okay, puis on termine comme ça. Super. Ben, moi, je pense d'abord qu'il faut prendre en compte l'ensemble de tous les acteurs, donc sans oublier les personnes immigrantes qui sont trop souvent oubliées. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Mais aussi les familles réfugiées, mais aussi les travailleurs temporaires, mais aussi les étudiants internationaux, mais aussi les minorités anglophones, les Premières Nations, s'il y en a dans notre région. Donc, avoir en tête l'ensemble de ces acteurs-là. Prendre en compte aussi les réseaux transnationaux des personnes immigrantes qui sont ici. Et ces réseaux transnationaux-là, ils font partie de leur vie et ça peut être une richesse de plus dans nos collectivités. Alors ça, faut vraiment pas les oublier. Ils peuvent jouer un rôle, ces réseaux-là aussi. Et alors là, on va parler de langue. Je pense qu'il est important d'utiliser et de reconnaître les langues de l'ensemble de la population de notre ville, même si on vit en français, bien sûr. On est au Québec, on vit en français. Mais c'est très important de reconnaître ces langues-là de manière additive, c'est-à-dire comme une addition les unes aux autres. Donc ça s'enrichit. Plus on a de langues, plus on s'enrichit. Et de ne pas les voir de manière soustractive, une qui remplace une autre. Donc ça, c'est vraiment un paradigme qu'il faut avoir en tête, parce que d'abord, c'est comme ça qu'on apprend une nouvelle langue, c'est de manière additive et non pas soustractive, et ensuite, c'est comme ça qu'on enrichit notre collectivité, qu'on contribue à notre collectivité en ajoutant notre langue, en ajoutant des éléments de notre culture qui sont importants, qui sont intéressants. Donc ça, pour moi, c'est un élément important. Et puis aussi, éviter les compétitions entre les organismes, et ça, on connaît tous le problème, entre autres par les fonds, au niveau des fonds, des subventions, etc. Donc là, il y a encore du travail à faire, je pense. Obtenir des budgets pérennes, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup d'organismes. Et il faut penser aussi à partager les tâches, mais pas seulement les tâches, partager un peu le pouvoir. Donc, c'est un vaste programme, mais bon, on peut se permettre à la fois de projeter et de rêver. Et puis tout ça nous permettrait sans doute de mettre en place des projets communs, puis d'aller vers des villes inclusives. Merci beaucoup. Merci. Anna-Louisa, assurer l'engagement de tous. Moi, je suis encore très positive parce qu'en 2008, quand ils ont créé Forum 2020, nos écoles, il n'y avait pas d'élèves, ça fermait. On mettait des municipalités rurales, des petites municipalités rurales ensemble pour partager l'école primaire. Et actuellement, à Saint-Hyacinthe, avec toute l'Afrique francophone qui est arrivée dans notre région en disant on est en train d'ignorer de nouvelles écoles. Donc, on voit les effets. C'est pour ça que moi, je dis je suis positive parce que dans le terrain, on le voit maintenant, nous, à Saint-Hyacinthe, comment la diversité, l'attraction, la régionalisation a amené vraiment à repenser, à réorganiser nos milieux de vie. Et aussi, important à dire, nous, c'est une ville-centre, mais on a également des petites municipalités rurales. Et là, avec la difficulté ici, on a beaucoup parlé de la difficulté à se loger, mais nous, ça nous a aidé à sortir les gens en périphérie satellite de notre ville-centre. Donc, on commence à voir des familles qui achètent à Saint-Liboire, qui achètent à Saint-Pie, qui achètent ailleurs que dans la ville-centre. Donc, on a quand même, comme je vous dis, des dynamiques qui changent. La régionalisation inter-région, c'est intéressant. Ça fait en sorte qu'on éveille d'autres intérêts, qu'on implique d'autres acteurs dans notre régionalisation. Et comme il a dit bien Michel, nos personnes, nos ambassadeurs issus de l'immigration, nos nouveaux Québécois, eux, ils deviennent des super ambassadeurs et ambassadrices parce qu'eux, ils vont nous faciliter le marketing territorial. Ils nous vendent parce qu'ils sont contents dans des petites municipalités. Et donc, je crois beaucoup. Donc, je pense que
voir le Québec de la manière qui est en train de se dessiner, c'est encourageant. Merci, Anna-Louisa. Monsieur Lamarche. Merci. Inspirant. Ben, rapidement, ici, entre engagement et puis le rôle de la société d'accueil, je veux juste faire un petit mash-up entre les deux. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Je l'ai lu tantôt. Non, c'est ça. Je l'ai lu tantôt, j'ai vu culture, sport. Je ramènerai ça un peu au concept de développement durable. Je pense que il faut traiter l'ensemble puis avoir un accès, parler d'environnement, parler à Trois-Rivières, on inclut la culture dans notre concept de développement durable, parler de qualité de vie, mais aussi parler de développement économique. Puis je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui crée le niveau d'engagement de la population envers le milieu, puis le niveau d'engagement du milieu envers la population. Excellent, merci beaucoup. Monsieur Martin, dernière intervention, oui. Après ça, Monsieur Lesourd. Engagement, c'est effectivement à plusieurs niveaux. C'est sûr que nous, ce qu'on a essayé de faire dans les dernières années, c'est justement développer le maximum de partenariats, que ce soit avec les organismes ou avec les villes. Nous, il n'y a rien de plus payant qu'avoir un partenariat avec une ville qui décide de mettre sur pied une table de concertation en immigration, puis qui va chercher, oui, les gens qui c'est leur travail à 100% du temps, mais aussi les gens qui c'est un peu en périphérie de leur fonction principale. Mais si on vient réunir ces gens-là périodiquement pour aborder le sujet de l'immigration, je pense que ça demeure dans le top des priorités, si je peux dire, pour l'ensemble de la population et des acteurs d'un milieu, d'une ville, d'une MRC ou d'une région. Puis c'est là qu'on est gagnant sur le long terme. Excellent, merci beaucoup. Bon, là, c'est écrit stop. Quand ça clignote, c'est rouge. Ignorez cette chose. Je me sens comme un artiste. C'est ça qui fait des remerciements. J'ai pas grand-chose d'intelligent à rajouter par rapport à l'engagement. Je vais plus vous demander de vous engager à 3 choses. La première, c'est d'essayer de réfléchir peut-être collectivement, en tout cas à différentes échelles. Le 18 décembre, c'est la Journée internationale des migrants. Donc, comment est-ce que vous, localement, régionalement, vous pourriez porter cette journée-là? Deuxième engagement, ça serait d'inscrire à votre agenda du 6 au 10 février 2023. C'est la Semaine des régions. C'est la Semaine des régions, en fait, c'est la 12e édition. Puis pendant cette semaine-là, on parle vraiment des territoires québécois. Oui, des offres d'emploi, des stages, du milieu d'affaires, du milieu de vie, etc. Donc, du 6 au 10 février, si ça vous tente d'embarquer, il y a toutes sortes d'activités, d'initiatives. Et puis la dernière, on a créé un outil qui s'appelle la boussole des régions. Alors que vous soyez natif du Québec ou pas, que vous soyez jeune ou pas, peu importe qui vous êtes, utilisez la boussole des régions. C'est 10 petites questions, là, c'est vraiment ludique comme outil. Et puis ça peut, vous répondez donc à ces questions-là, puis à la fin, ça vous dit « Voici la région idéale pour toi ». Donc voici les engagements que je vous invite à prendre. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'événement. Merci Stéphane, merci. Merci à tous aussi pour votre discipline exemplaire. Je vous remercie et pour vos réflexions tous pertinentes. Puis en parlant d'engagement, puis je vais me le permettre, il reste plus de temps, mais je me permets quand même. C'est vendredi après-midi, il fait beau soleil, il est quasiment 4 heures. Regardez le nombre de personnes ici. Si c'est pas ça l'engagement, pour moi, fait que bravo, je trouve inspirant d'être encore tous ici, puis à parler comme ça, puis à être engagé pour les régions. Donc, merci beaucoup. Merci à tous.